C'est donc un lendemain d'échéance sur les marchés. L'échéance mensuelle avait lieu vendredi dernier. Un début de semaine un peu particulier en l'absence des marchés américains fermés pour President's Day. Il n'empêche que le plan de trading reste indispensable dans la configuration de marché actuelle. Et Romain Debré est avec nous évidemment en plateau pour entamer cette semaine sur les marchés. Bonjour Romain. Bonjour Léa. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Oui, je le disais, lendemain d'échéance, les marchés américains sont fermés. Il n'en reste pas moins qu'on est dans une situation de dilemme, vous dites aujourd'hui, sur les marchés. Ah oui, c'est dur graphiquement et techniquement à lire. On essaie d'avoir des feuilles de route pour voir de façon un peu plus large. Et les signaux sont très contradictoires. On l'évoquait en début de semaine dernière. Un début de semaine dernière qui ressemblait à un début de sell-off. Et puis dès mardi, des invalidations, des petits signaux d'amélioration, des publications bonnes globalement, mais qui sont disséquées et accueillies de façon extrêmement détaillée par les opérateurs et avec des écarts et de la volatilité un peu brutale. On l'a vu avec Hermès, puis on l'a évoqué vendredi dernier aussi. Il y a un marché qui est compliqué à lire techniquement. On est bloqué entre des opérateurs couverts d'un côté, on l'a expliqué aux États-Unis, plus couverts que depuis très longtemps, donc qui évitent une accélération baissière. On rappelle que le niveau de couverture important des portefeuilles, ça n'empêche pas le marché de baisser. Ça sert d'amortisseur dans une baisse, c'est-à-dire que les opérateurs étant assurés, étant prudents, ils sont moins surpris par un mouvement de baisse qui n'arrive pas à se mettre en place et n'arrive pas à se décanter. Et puis, en même temps, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt et on n'arrive pas à les payer, on n'arrive pas à les dépasser des niveaux, il n'y a pas de relais haussier dans un contexte où il y a pourtant du cash, une volonté d'acheter sur repli. Certes, des opérateurs qui ont liquidé des positions, qui sont de montrer prudent avec des signaux d'invalidation. Voilà, donc la photographie à long terme, elle est lisible. Il faut rester en retrait probablement pour trouver des points d'entrée plus intéressants. À court, moyen terme, c'est plus compliqué et quand on fait des choses plus courtes, en ce moment assez difficile. Donc on entame l'échéance du mois de mars, avec uniquement 260 000 contrats futurs ouverts. La moyenne, c'est 350 000 contrats. Le mars dernier, mars 2020, c'était 316 000 contrats ouverts. Si on allait chercher mars 2019, c'était 416 000 contrats ouverts. Donc, il y a beaucoup moins d'intérêt ouvert sur le futur CAC 40. Ça signifie que le jeu est très ouvert. En revanche, à Paris, et toujours ce matin encore, les opérateurs sont couverts dans des plages de fluctuations importantes. Donc, il y a de la prudence, même chez nous, et un ratio de couverture qui, à court terme, en tout cas, montre que les opérateurs sont vigilants. Prudence et manque d'intérêt à court terme, en tout cas, qui complique la lecture du marché, on peut le dire comme ça. Romain, d'ailleurs, quand on regarde le graphique du Nasdaq 100 que vous nous proposez, avec une lecture hebdomadaire, je vois des flèches qui partent dans tous les sens. Non, mais ça veut dire qu'il y a un champ des possibles en termes de scénario qui est assez large aujourd'hui. Oui, j'hésite à vous proposer plusieurs graphiques. J'ai essayé de tout synthétiser sur un seul. Il y a un niveau de support, 13 990, qui a tenu pour de la deuxième semaine d'affilée. En revanche, on voit que globalement, les figures en haut de marché et les zones de congestion situées entre 15 500 et 16 600 sont des sommets en tour avec des accélérations baissières majeures. Donc, ce sont des figures de sommet de marché. C'est pas terrible et on pense qu'il y a des chances que le marché aille plus bas s'il rompt des niveaux. Maintenant, on voit qu'on n'arrive pas non plus à décrocher, qu'il y a des forces de rappel assez systématiquement. Et c'est pour ça qu'on envisage alors ces deux premières flèches qui partent en dessous de la flèche de la semaine dernière, avec des petites, avec donc un retour vers le bas d'une figure qui peut être un biseau baissier. Donc un biseau baissier, c'est une figure de consolidation dans un mouvement haussier. Ça pourrait rebondir ensuite. On voit que j'ai permis à la petite flèche de déborder un peu et d'aller chercher la zone 12 965, 13 320. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir ce sell-off, cette capitulation un peu brutale. Et les biseaux, comme ça, dans des séquences de fin de marché, ils peuvent être souvent un peu enfoncés. Donc ce ne sont pas des points d'achat. Au contraire, c'est des niveaux de prudence. Mais si dans ce biseau, et si on a réintégré le bas de ce biseau, là on pourrait rebondir sur 13 320 et aller chercher une extension. Alors l'extension, pourquoi ? Pour 10-13%. Donc c'est pas ridicule. C'est pour ça qu'on est obligé de le prendre en compte. En revanche, si on casse la zone aux alentours des 13 000 points, on va arrondir, vous avez les détails sur le Nasdaq. Là on peut accélérer du double et ça fait des mouvements de baisse de 17-20% complémentaires sur les cours actuels. Donc il y a un côté un peu qui tout double. Il y a un côté qui tout double. Peut-être 10-13% à gagner, peut-être 15% plus à perdre également. Exactement. Et on pense qu'on perdra les 15% de plus, mais on se demande quand. Alors, on a toujours cette feuille de route. On est dans une vague A. On pense que pour l'instant, compte tenu du niveau de couverture, le petit sell-off peut avoir lieu, 3-4%.
et puis qu'on rebondisse de 12-13%. C'est toujours notre scénario principal, avec des stops courts, vous l'avez compris. C'est-à-dire que si on se repositionne à l'achat, on attendra de retrouver des signaux, on ne va pas payer systématiquement le creux, et on sera vigilant sur le rebond potentiel, puisque c'est ce qu'on appellerait, dans ce cas-là, de toute façon, un rebond du chat mort, c'est-à-dire peu alimenté, peu soutenu, par des mains plutôt faibles généralement, mais qui peut avoir des proportions importantes, et donc qui peut présenter un certain intérêt quand on travaille dans des swing trading. Ouais. Donc à court terme, c'est quand même bretelles et ceinture, quoi. Enfin, on verrouille. Même si la feuille de route nous dit qu'on peut avoir ce rebond du chat mort, comme vous dites, intéressant à jouer tactiquement, on y va en verrouillant quand même le niveau des stops serrés. On reste sous-investi. On regarde les screeners et ils se remplissent et ils se vident assez rapidement. Il y a beaucoup de faux signaux. Je sais que pour les particuliers, c'est très difficile, et pour tous les day traders, même professionnels, c'est très difficile dans ce marché. Et il y a un cas de figure très très spécial. Comment se transpose la situation sur les indices européens si on prend le comparable Eurostock 50 pour la partie européenne, Romain? C'est ça, c'est le résultat emblématique. Le rond, ou le cercle rouge montre bien toutes les difficultés à lire ce marché. On avait un canal haussier propre sur lequel on avait rebondi 5 fois au moins depuis mars 2020. Donc un mouvement qui était 2021, pardon, un mouvement qui était propre, harmonieux, et puis on enfonce le bas de ce canal en début de semaine dernière et on invalide cette sortie. Ça, c'est plutôt un bon signe en général, sauf qu'on termine la semaine assez bas dans le canal, et le rebond qu'on avait entamé en milieu début de semaine s'invalide, et là vous voyez qu'on est dans une zone d'incertitude, 4073, 4119, on n'arrive pas à se décider. Donc on surveille ces niveaux-là, mais c'est toujours vraiment l'incertitude qui domine. Et cette accumulation en partie basse, elle montre que le sell-off, le décrochage peut avoir lieu, peut-être pour un petit trou d'air, et réintégrer encore une fois cette notion de petit sell-off, 3-4%, pour aller rebondir ensuite. Maintenant, si on s'installe sous 4039, c'est 8% de plus de baisse assez marquée. Si on se focalise sur le CAC 40 cash, qu'est-ce qu'on peut dire là du niveau, des niveaux qui sont protégés aujourd'hui par les investisseurs, avec des couvertures notamment, Romain? Le mois de mars ne nous arrange pas tellement, parce qu'on avait un niveau de couverture qui était concentré entre 6007 et 6850 points au mois de février. Et là, la densité, le niveau de couverture s'est étendu. Il est passé de 6007, 6850 à 6004, 6800. Donc c'est un tout petit cran plus bas, mais beaucoup plus large. Donc notre zone d'accélération baissière potentielle, elle est plus dense en option de vente, donc l'accélération va être plus complexe. Il va falloir quelque chose de fort, de lourd, pour décider le marché à baisser. Alors soit la spéculation baissière forte, soit une très très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas très bien ce qu'on peut attendre de plus dans le contexte, pour aller chercher donc cette zone et cette extension toujours possible de notre vague de Wolf, qui commence à prendre un peu du plomb dans l'aile, parce que le temps joue contre le schéma. Joue contre le schéma, exactement. Maintenant, c'est toujours possible, et puis on a cette zone de densité. En revanche, en dessous, et là c'est plus clair, la zone de concentration d'options, elle est 6000, 6100, et puis ensuite c'est en dessous de 5006 ou en dessous. Ça fait partie des niveaux qu'on pense possible de voir dans l'année. Encore une fois, tout étant une question de timing. Est-ce qu'on va d'abord faire ce petit sell-off, puis rebondir? Voilà. En tout cas, si on rebondissait aujourd'hui et tout de suite, les niveaux d'accélération et de hausse, ils sont très faibles, d'aller chercher aux alentours de 7200 points au mieux. Donc on est vraiment dans une situation de médiane, au milieu d'un trading range, avec deux scénarios possibles, et très difficile de prendre une position forte dans ces cas-là. On reste sous-investi et couvert quand même. Ça fait partie de la stratégie de base. Je reviens à ce que vous disiez au départ, et que sur une lecture long terme, les choses sont assez évidentes pour vous, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être à l'écart aujourd'hui pour attendre des points d'entrée plus bas. Cette zone de 5006, si à un moment elle venait dans le radar cette année, ce serait typiquement ce genre de point d'entrée. Enfin, au moment où on se parle aujourd'hui, ce serait typiquement le genre de point d'entrée pour des investisseurs long terme. Ce serait parfait. C'est le début. Alors on n'a pas assez de recul là-dessus, mais c'est une zone vraiment clé. C'est une zone au-delà de laquelle on a rebondi, sous laquelle on a construit beaucoup, qui est charnière avec la crise Covid. Donc oui, ce serait un point d'entrée extrêmement intéressant. Rien ne dit qu'on aille le chercher. Non, on est loin de ce niveau. Si on va le chercher, on va regarder comment se comporte le marché. Est-ce qu'il y a moins de pression baissière? Est-ce qu'il y a des figures de retournement qui se mettent en place? Là où je dis que c'est clair en termes de baisse potentielle, c'est qu'on a vraiment sur tous les indices des figures de retournement baissière de long terme, des figures d'épuisement dans le mouvement qui se met en place. Alors, tout ne se termine pas toujours par un crack, mais ça peut se terminer par une accélération baissière un peu marquée, ou alors une consolidation à plat de très long terme. Le marché est rarement aussi sage. Bon, si on se focalise sur le plus court terme avec le futur CAC en lecture journalière, Romain, un CAC d'ailleurs qui accélère à la baisse là à mi-séance. Quels sont les enjeux pour vous des prochaines heures et des prochains jours?
Mais on voit ce niveau, ce grand trading range toujours, 6828 en bas, 7147 en haut. On bute depuis je ne sais pas combien de séances et de combien de fois, plutôt de séances c'est une dizaine de jours, mais combien de fois c'est incalculable contre la zone 6992, 7003. On n'arrive pas à la déborder et en revanche on préserve des niveaux intermédiaires. Alors il y en a beaucoup, j'en ai enlevé pas mal, mais 6916 était préservé. On va tester ces niveaux, puis on rebondit. En fait c'est la spéculation qui s'amuse. Donc en day trading, ça c'est très intéressant. Encore une fois, là il y a beaucoup de choses à faire avec des niveaux d'alerte bien identifiés. Toujours donc cette zone 6828 en bas, on sait que sous 6700 points, 717, l'accélération sera probablement un peu plus brutale. En attendant, c'est très très canalisé, très concentré. Et voilà. Si on repasse 7003 et on sentait que le marché était un peu dans les starting blocks la semaine dernière pour déborder ce niveau, il y a un bouchon qui va sauter et on aura une petite extension possible, 100, 150 points, pour aller chercher donc la borne haute du range au mieux dans un premier temps. Pour l'instant, on est du côté baissier du trading range, on est sous la médiane et donc c'est plutôt signe de faiblesse. 7003 points. Voilà, c'est le. Non, mais vous avez raison de le dire comme ça. Vous le dites parfaitement. Juste. Non, 7003 points. Je ne veux pas que les gens pensent que 7003 et demi. 7300 l'objectif tout de suite. Non, on n'y est pas encore. Bon, sur la semaine, on aura encore une dizaine de sociétés du CAC 40 qui publieront leurs résultats. Donc, ce sera peut-être un driver. Et puis, on aura des chiffres importants en fin de semaine, avec notamment la première estimation d'inflation pour la France pour le mois de février. On parlera de l'inflation dans quelques minutes avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence. Vous vouliez nous parler du Nikkei également, Romain. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à regarder sur le Nikkei, graphiquement parlant? On cherche des zones qui sous-performent moins ou qui surperforment un peu. C'est le cas sur le Nikkei qui revient sur un niveau de support intermédiaire mais important, 26 600 points, 26 000 points autour, et qui est bien rebondi aussi depuis plusieurs jours, plusieurs séances sur la borne haute de son précédent biseau. Donc il y a des frémissements de ce côté-là. Comme en Chine, où les signaux ne sont pas déclenchés, mais ça arrête de baisser, en tout cas, comme sur beaucoup de marchés, beaucoup d'actifs. Donc ça fait partie des endroits qu'on regarde. On avait parlé du Brésil aussi, je fais un tour en fait, grâce au Nikkei du marché. Là, on a touché une cible sur l'indice Bovespa, sur le Brésil, qui a pris 28%, je crois, depuis le 1er janvier. Donc, voilà, le target de court moyen terme est touché. Il pourrait y avoir une consolidation, en tout cas. Mais sur le Nikkei, ça peut être un scénario alternatif dans un marché qui tient un peu mieux que la moyenne, qui surperforme un peu les autres indices dans ce contexte de baisse. On a un support court, un support proche, donc un ratio risque-rendement qui est intéressant, encore une fois avec des stops courts, et on n'insiste pas sur les positions dans l'hypothèse d'un possible sell-off. Bon, voilà pour la configuration de marché qu'on a connu plus simple, en tout cas à court terme, d'où l'utilité quand même de ce plan de trading et de ce champ des possibles à court terme, en tout cas qui est très ouvert. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.